Alors, bonjour à tous. Je suis professeure Benny Selima, votre enseignante pour ce cours de métabolisme des nutriments, donc qui fait partie du module de nutrition. Ce module de nutrition est composé de 3 parties. Donc, la première partie, c'est le métabolisme des nutriments qui va être donc assuré par moi-même. La deuxième partie sera consacrée à l'étude des pathologies liées à l'alimentation. Cette partie-là du cours va être assurée par professeur Sbey, et une troisième partie qui concerne le besoin nutritionnel, elle va être assurée par professeur Alaoui. Alors, on va commencer par une introduction générale. Alors, on va essayer de définir un peu le rôle de la nutrition et donc, c'est quoi la nutrition? Alors, la nutrition humaine est la science dédiée à l'étude de l'alimentation humaine. Donc, la nutrition commence par l'ingestion des aliments jusqu'à l'absorption et l'assimilation de leurs principes actifs. Donc, la nutrition est aussi l'étude des processus qui permettent aux organismes vivants de maintenir leur vie. Bien sûr, autrement dit, de se nourrir via l'utilisation des aliments pour assurer les besoins du corps en termes d'énergie et maintien de structure cellulaire. Alors, un aliment n'est pas un simple assemblage de substances biochimiques. Il se définit par sa capacité à être utilisable, disponible pour un organisme vivant, et par sa possibilité de participer au fonctionnement de cet organisme vivant, à la satisfaction des besoins de toute nature, donc de ces cellules-là, ou bien ces organismes vivants, donc à savoir besoins énergétiques, azotés, vitaminiques, minéraux, etc. Alors, la valeur nutritionnelle d'une substance agroalimentaire, c'est-à-dire d'un aliment, dépend avant tout de la digestibilité de ces nutriments, c'est-à-dire est-ce que les nutriments vont être assimilés par le corps, est-ce qu'ils vont passer dans le sang pour pouvoir exercer leur effet métabolique, c'est-à-dire leur utilisation métabolique. Alors, notre cours sera consacré, dans un premier temps, à présenter les différentes classes des nutriments, donc à savoir les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines, les sels minéraux, etc. Il y aura aussi des TD pour utiliser certaines parties du cours. Dans un deuxième temps, on va essayer de donner l'origine de ces nutriments, l'origine interne ou bien externe, c'est-à-dire est-ce qu'elle provient de l'extérieur, c'est-à-dire apportée par l'alimentation, ou bien elle est synthétisée au niveau donc de l'organisme. On va aussi parler des itinéraires de ces nutriments, depuis leur digestion jusqu'à leur pénétration dans les différentes cellules de l'organisme. Et dans un troisième temps, on va nous intéresser, et cette fois-ci plus en détail, à donc, leur régulation métabolique. Alors, on va commencer par l'étude des nutriments. Donc, ce sont des molécules qui résultent de la digestion des aliments et qui seraient absorbées par le tube digestif et dont la destinée sera donc soit la synthèse de l'énergie, donc par dégradation des nutriments, et cette énergie serait nécessaire aux processus vitaux des cellules qui sont, par exemple, le transport actif cellulaire, la conduction de l'influx nerveux, la réplication de l'ADN, la synthèse des molécules biologiques, qui sont soit des molécules structurales, soit des molécules fonctionnelles. Alors, comme exemple, donc nous avons à partir des acides aminés la synthèse des protéines, des hormones, des enzymes, et à partir des lipides, la constitution des membranes cellulaires. Alors,
bien sûr, une fois que l'organisme n'aura plus besoin d'énergie, cette énergie peut être stockée, donc le stockage des nutriments au cas de non-besoin pour une utilisation ultérieure. C'est l'exemple donc du stockage du glucose sous forme de glycogène hépatique ou musculaire et le stockage des triglycérides qui sont des lipides donc au niveau du tissu adipeux. Alors, les classes des nutriments. Donc, nous avons deux grandes classes, les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, ce sont les glucides, les lipides et les protides. Les micronutriments, ce sont les sels minéraux et les vitamines. Alors, l'eau, c'est un nutriment à part entière, indispensable donc à toutes les réactions cellulaires et donc à l'utilisation des macro et des micronutriments. Alors, comme exemple de macronutriments, nous avons le cas des glucides. Ce sont des fournisseurs d'énergie sous forme d'ATP à tout l'organisme. Donc, les glucides ont un rôle principalement énergétique. Les glucides entrent dans la structure de base de l'ADN, de l'ARN, car c'est le cas donc des riboses et des désoxyriboses, donc un rôle structural. Les glucides peuvent aussi avoir un rôle de stockage sous forme de glycogène et de triglycérides, c'est-à-dire de macromolécules qui seront utilisées ultérieurement par le corps en cas de besoin. Alors, comme exemple de micronutriments, nous avons la vitamine B2 et la vitamine et le minéral magnésium. Alors, les micronutriments font partie du système catalyseur des réactions auxquelles sont soumis les macronutriments. C'est-à-dire que sans les micronutriments, les macronutriments ne sont pas fonctionnels. On prend l'exemple de la vitamine B2, qui est la flavine adénine dinucléotide ou FAD. C'est un cofacteur dans le cycle de Krebs et un élément majeur de la chaîne respiratoire comme fournisseur de H+, pour la formation de l'ATP. Donc, on verra ça bien en détail en étudiant donc le métabolisme des glucides proprement dit. Alors, le magnésium, qui est le Mg++, elle catalyse la phosphorylation du glucose. Le glucose phosphorylé, c'est le glucose 6P, c'est la forme active du glucose qui est donc susceptible d'être métabolisé. Donc, si le glucose n'est pas activé, il ne va pas être métabolisé. Alors, l'eau. L'eau, c'est un nutriment qui remplit 5 fonctions principales pour notre organisme. C'est d'abord un solvant et milieu de suspension. Il représente au niveau du milieu sanguin 50 à 60%. L'eau participe aux réactions d'hydrolyse, l'eau métabolique. C'est un agent refroidissant, c'est-à-dire qu'en période de grande chaleur ou pendant l'activité physique, il y a sensation de soif, hydratation du corps, transpiration et refroidissement du corps. Donc, c'est un agent refroidissant. Un agent lubrifiant, l'eau cellulaire. L'eau favorise le maintien d'une température corporelle constante et ceci par son effet refroidissant. Alors maintenant, nous allons voir un peu la notion d'énergie. Alors, toute cellule a des besoins en énergie. Travail mécanique, contraction musculaire, mouvement cellulaire, transport actif de molécules d'ions et d'ions, synthèse de macromolécules à partir de précurseurs simples, production de chaleur, production d'électricité. Alors, d'où provient cette énergie? Alors, l'origine de l'énergie, c'est l'environnement, bien sûr, le sol, l'air, les rayons solaires. Alors, l'énergie est synthétisée par de nombreux organismes à partir d'eau et de CO2 et sous l'action de la lumière. Ces organismes sont les organes phototrophes, les bactéries et les plantes vertes. Donc, les plantes vertes, sous l'action de la radiation lumineuse, donc, il va y avoir transformation par photosynthèse de substances chimiques, CO2, NH3, H2O, et en énergie chimique sous forme donc de substances organiques telles qui sont les glucides, les lipides, les protéines.
Donc, ces substances, ils vont être donc, dans les plantes vertes et donc la végétation en général. Alors, l'équation de la photosynthèse, c'est à partir de CO2, de H2O et de lumière, vous avez synthèse donc de substances chimiques qui est donc synthèse de glucides dans cet exemple-là, plus de l'oxygène. Alors, à l'inverse, la dégradation de la substance organique des plantes libère l'eau et le CO2 et de l'ATP au cours de la respiration cellulaire qui est une source d'énergie très importante pour les cellules vivantes. Donc, les substances organiques, glucose, lipides et protides, dans le métabolisme, il va y avoir donc transformation en organisme, en énergie, en eau et en CO2, et ceci au niveau de la respiration cellulaire. Alors, pour la notion de métabolisme des nutriments, c'est le métabolisme énergétique. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques du corps qui permettent donc de fournir à toutes les cellules humaines l'énergie et la matière. L'énergie sous forme d'ATP et la matière sous forme de molécules simples qui vont donc se transformer en molécules plus complexes. Donc, bien sûr nécessaire, cette énergie et cette matière, elles seront nécessaires au maintien du fonctionnement cellulaire. On a deux phases importantes du métabolisme, le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de substances pour donner de l'énergie, la dégradation de substances, de macromolécules en substances plus simples, et l'anabolisme qui est donc la structuration de molécules simples en molécules plus complexes. Donc, voilà. Comme exemple d'utilisation du métabolisme énergétique, nous avons le métabolisme de base. C'est l'énergie dépensée par le corps quotidiennement lorsqu'il est totalement au repos. Donc, quand on est en repos, notre corps n'est jamais totalement au repos. La moindre activité physique cérébrale entraîne une consommation supplémentaire d'énergie. C'est ce qu'on appelle donc le métabolisme de base. C'est un exemple, c'est aussi un métabolisme énergétique et donc il fait partie du métabolisme général de notre corps. Alors, on va définir le catabolisme. C'est un processus de dégradation de composés organiques complexes qui sont le glucide, les lipides et les protides en substances simples, c'est-à-dire les lipides en triglycérides, les protides en acides aminés, le glucogène, l'amidon en glucides, en glucose, etc. Donc, les réactions cataboliques sont généralement des réactions d'hydrolyse, c'est-à-dire utilisation de l'eau pour rompre des liaisons chimiques qui permettent donc de libérer et de fournir de l'énergie. Comme exemple, la digestion chimique, donc l'eau, il va donc participer donc avec le HCl à la dégradation, la libération de petites molécules qui vont donc se transformer, qui vont être métabolisées pour donner l'énergie. Nous avons aussi la respiration cellulaire, donc molécules dégradées au cours du cycle de Krebs qui vont donc subir des réactions d'oxydoréduction pour la synthèse de l'énergie sous forme d'ATP. Et donc, c'est important de signaler que les réactions cataboliques ont lieu dans la mitochondrie, c'est-à-dire que la mitochondrie, c'est un organisme cellulaire qui est responsable, c'est comme une chaudière, comme un organisme qui fournit donc l'énergie à la cellule. L'anabolisme est un processus de synthèse, c'est le processus inverse du catabolisme, donc qui demande de l'énergie pour la construction, la croissance et l'entretien des cellules. C'est donc une transformation de substances simples en molécules plus complexes, c'est-à-dire transformation des acides aminés en protéines, de certains glucides simples en glucides plus complexes, etc. Les réactions anaboliques sont souvent des réactions de synthèse par déshydratation,
élimination de molécules d'eau pour donc former des molécules plus complexes. Ça nécessite de l'énergie sous forme donc de liaisons chimiques. Nécessite donc de l'énergie pour former justement les liaisons chimiques. Comme exemple de ces liaisons, les liaisons peptidiques, donc les acides aminés pour la synthèse des protéines. Donc s'il n'y a pas d'énergie, il n'y aura pas de liaison peptidique. La formation des phospholipides à partir des acides gras, la formation du glucogène à partir du glucose. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les réactions anaboliques ont lieu dans le cytosome, c'est-à-dire dans les cytoplasmes de la cellule. Alors, schématiquement, le métabolisme de tous les êtres vivants, donc nous avons les deux volets du métabolisme, c'est-à-dire le catabolisme en jaune et l'anabolisme donc en vert. Donc les réactions cataboliques, c'est à partir de nutriments, donc nous avons de la substance organique sous forme de glucides, lipides et protéines. Donc ces glucides, ils vont être catabolisés, dégradés pour donner des produits terminaux pauvres en énergie et donc sous forme donc, de CO2, de H2O et de NH2. Bien sûr, avec une grande libération d'énergie chimique. C'est-à-dire qu'il y aura donc transformation donc des ADP, des NAD+, des FAD en ATP, NADH, H+, et FADH2. Donc cette énergie chimique va être utilisée donc par des substances plus simples, des précurseurs de macromolécules qui sont donc les acides aminés, les sucres, les acides gras, les bases azotées, pour donner les macromolécules cellulaires qui sont donc les protéines, polysaccharides, lipides, acides nucléiques. Alors, on va voir un peu ce que c'est que l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est-à-dire un acide aminé avec donc lié à un ribose et donc à des atomes de phosphate. Alors, c'est une forme d'énergie chimique libre extraite des aliments, c'est-à-dire des glucides, des lipides et des protéines. Il est utilisé pour assurer le mouvement des individus, le transport de certaines substances dans l'organisme, utilisé pour la biosynthèse, c'est-à-dire les réactions anaboliques. Alors, l'ATP a un rôle métabolique central qui a été mis en évidence par des chercheurs en 1941 qui sont Lippmann et Walser. Donc, comme vous le voyez dans le schéma, vous avez la molécule de l'ATP qui est formée par un acide aminé qui est l'adénine, par un ribose lié à un ribose, donc, et une liaison ester avec trois molécules de phosphate. Donc, ces trois molécules sont liées par des liaisons anhydres, donc ils sont très très riches en énergie. D'accord? Donc, c'est la cassure ou bien la coupure de ces liaisons qui fournit l'énergie donc pour la cellule. Il va être utilisé par les cellules. Alors, donc au niveau de notre corps, nous avons une formation et une consommation continue d'ATP. Alors, une molécule d'ATP est consommée dans la minute qui suit sa synthèse. Donc, nous avons un turnover élevé, c'est-à-dire qu'un homme au repos, il utilise 40 kg d'ATP par 24 heures. Et pendant l'exercice, donc 0,5 kg par minute, ce qui revient à 720 kg par 24 heures. Donc, une utilisation très très importante, donc qui va être très importante pour le fonctionnement cellulaire. Alors, le schéma montre donc les réactions de consommation et de formation. Donc, nous avons formation d'ATP à partir de l'ADP plus P au niveau du cycle de Krebs, donc par une oxydation des glucides, acides gras, acides aminés, et bien sûr par
les réactions de photosynthèse. Alors, bien sûr, pour sa consommation, donc la consommation d'ATP, elle est donc consommée pour les réactions de biosynthèse, pour l'activation de certains composés, notamment l'activation du glucose sous forme de glucose 6-phosphate. L'ATP est utilisé pour assurer le mécanisme d'absorption des nutriments, donc pour qu'il soit utilisable pour les cellules. L'ATP est utilisé pour le transport actif, pour la contraction musculaire, pour assurer donc les influx nerveux, l'électricité pour la communication entre les cellules, etc. Voilà donc pour cette capsule. On va continuer dans la prochaine capsule.